Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Notre présentation sera sur la création d'illustrations d'un clip Studio Paint avec Marie Spenal. Avant de commencer la présentation, voici quelques informations concernant notre webinaire. Le webinaire durera 1 heure. Les panélistes seront les seuls qui peuvent utiliser les microphones. La séance de questions et réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la zone de questions immédiatement. Nous essayerons de répondre à toutes les questions, mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo. L'enregistrement vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par mail. Les panélistes sont Fahim Nias, moi-même et Marie Spenal, votre présentatrice. Bonjour. Bonjour Marie. Pour ceux qui ne connaissent pas notre logiciel de création, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations, bandes dessinées, mangas et animations. Consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires. clipstudio.net/fr et graphicsleap.com/fr. Une invitation pour vous. On va partager vos Instagram Stories et si vous nous taguez. #webinaire, @marispenal, @graphicsleap, @wacom et @clipstudio-officiel. Marie Spenal est une illustratrice pour la presse et l'édition. Notamment jeunesse, elle tient également une chaîne YouTube où elle parle de son quotidien. Maintenant, je passe la parole à Marie et sa présentation création d'illustrations dans Clip Studio Paint. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oui, alors, je montre mon écran, ça me paraît bien. Moi, je suis donc illustratrice, je travaille beaucoup pour la jeunesse, beaucoup en édition pour la presse, donc comme c'était dit. Vous pouvez notamment retrouver mon travail sur mes réseaux sociaux, donc je suis présente sur Instagram principalement, voilà, donc le genre de choses que je peux faire. J'ai également un portfolio où je montre un peu plus en détail mes travaux de commande. Voilà, je fais beaucoup, donc comme je disais, d'illustrations jeunesse, donc des illustrations qui sont assez simples, qui sont assez colorées et qui doivent être mignonnes et efficaces. Et donc, je pense qu'on va partir sur une ambiance un peu comme ça pour le dessin d'aujourd'hui. Donc voilà, ce genre de choses. Mais à côté de ça, je travaille aussi beaucoup sur de l'animation, par exemple. Voilà, je fais pas mal d'animations et plein d'autres choses. Et quand j'ai fini de dessiner, je passe ensuite du temps à faire des vidéos YouTube où je parle encore de dessin et je parle aussi pas mal de ma vie. Hein. Finalement, c'est des vidéos qui sont parfois vraiment techniques, où je montre comment j'ai évolué dans mon travail, où je montre aussi des astuces, par exemple comment faire des gifs, notamment, ou même j'ai fait une vidéo sur Clip Studio Paint récemment, puisque c'est le logiciel que j'utilise habituellement et que j'adore. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va faire une illustration ensemble, pas à pas sur Clip Studio Paint. Voilà, moi j'utilise Clip Studio Paint depuis quelques années maintenant, même pas mal d'années. J'aime bien parce que c'est un logiciel qui est très efficace, qui est réellement fait pour le dessin, contrairement à d'autres logiciels où il y a tellement d'options que finalement tout ce qui est fait pour le dessin se perd un peu dans toutes les possibilités. Là, au moins, c'est très clair que c'est pour de l'illustration, c'est pour de la bande dessinée, et il y a même une petite partie animation. Donc moi, c'est tout ce dont j'ai besoin finalement. Donc voilà. Donc, alors, pour le dessin d'aujourd'hui, j'ai commencé par faire un petit crayonné avant cette présentation, car je me suis dit que ça serait plus simple pour moi si je dois réfléchir en même temps que je parle. Je n'en suis pas capable, donc il valait mieux que j'anticipe un petit peu ça.
Et donc, je me suis dit qu'on allait partir sur un dessin un petit peu cosy, mignon. Je pense que aujourd'hui, avoir une petite ambiance rassurante et douce, ça ne nous fera pas de mal. Donc, je me suis dit qu'on allait voilà, avoir un petit dessin assez tranquille comme ça. Donc, pour parler de ma manière de procéder réellement, moi, je fais une esquisse d'abord avec n'importe quel pinceau. En général, j'utilise plutôt ceux de la gamme stylo, mais avec de la pression pour mon esquisse. Ça me permet voilà, d'insister, d'avoir un dessin assez organique, de pouvoir avoir des plans et des déliés quand j'en ai besoin. Et une fois que j'ai mon esquisse hyper rapide comme ça qui est faite, je vais venir baisser la luminosité du dessin. Et en général, je passe à un calque d'ancrage. Ce qui est bien dans Clip Studio Paint, c'est que je peux utiliser des calques vectoriels. Donc moi, j'utilise ça assez systématiquement. Et pour le pinceau, comme vous pouvez voir, une multitude de pinceaux. Il y en a beaucoup que j'ai fait, il y en a que j'ai téléchargé sur le store de Clip Studio Paint. Et il y en a que j'ai téléchargé puis modifié. Et en général, j'utilise aussi beaucoup voilà, des stylos sans pression. Moi, je suis pas une grande... Enfin, j'utilise des plans et des déliés pour faire mes croquis, mais quand je passe à l'ancrage, j'aime bien avoir quelque chose d'un petit peu simple. Et j'ai notamment, donc voilà, j'ai notamment ce pinceau qui est assez marrant et qui exploite bien les possibilités de Clip Studio Paint. Je vous montre vite fait. Où en fait, quand je dessine, le stylo me fait tout seul des petites irrégularités, comme si j'avais un trait qui tremblait un petit peu, sauf qu'en réalité, mon trait est complètement droit, mais j'ai paramétré une brosse pour avoir un trait qui me donne un petit tremblé, un petit peu comme si je dessinais au stylo pour de vrai, mais sur l'ordinateur. Donc c'est le genre de stylo que j'aime bien, qui me permet, à moi qui ne touche jamais du papier, d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus organique et moins froid que si c'était quelque chose de trop vectoriel et numérique. Donc voilà, sur l'ancrage lui-même, bah, je procède d'une manière assez simple. Hein, voilà, là, en plus, on est donc, comme je vous disais, sur un dessin pas trop complexe non plus, histoire que j'arrive à le faire en live, malgré le stress, malgré le fait que je parle absolument toute seule. Et voilà, donc on est sur quelque chose de simple. J'ai pas un dessin extrêmement technique, dans le sens où voilà, j'ai pas beaucoup de modelé quand je dessine. Mais donc, ce que j'aime bien chez Clip Studio Paint, c'est plutôt que ça va me permettre d'être hyper efficace, notamment avec cet outil de dessin vectoriel, parce que je sais pas si les gens qui regardent sont familiers du logiciel ou pas, mais ça veut dire qu'en fait, eh bien, je peux tout le temps reprendre mon trait pour le déformer un petit peu. Et donc, moi, ça me permet de plutôt que faire des CTRL-Z à répétition, je peux, au contraire, juste, hop, repousser un petit peu quand j'ai envie que mon genou soit un petit peu plus rond, par exemple. Et ben voilà, je fais ça avec l'outil. L'outil, j'ai aucune idée des noms des outils, mais cet outil-là, celui-ci, et voilà. Et donc ça me fait gagner un temps incroyable et c'est pratique quand j'utilise, quand je suis dans une commande professionnelle et que je dois livrer 40 illustrations pour un livre en 2 semaines. J'apprécie d'avoir des outils qui me simplifient un petit peu la vie. Et quand je dois faire une illustration en 1 heure, pareil, j'apprécie aussi. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir 3 milliards de choses à raconter pendant que je dessine? Je ne sais pas. Mais ouais, j'essaie d'avoir... Vous avez vu, mon crayonné est quand même assez sommaire parce que si je fais un crayonné qui est trop précis, en fait, je m'ennuie un peu quand je dessine. Vu que tout a déjà été dessiné pendant la phase de crayonné, finalement, c'est plus si marrant que ça de passer au propre. Donc, j'essaie de garder un peu de flou dans le crayonné pour pouvoir encore m'amuser ensuite. Je trouve que mon trait est un petit peu épais. Est-ce qu'il serait pas mieux en 8? Je pense qu'il serait mieux en 8. Alors là, pareil, comme je dessine en vectoriel, c'est extrêmement facile de juste aller changer la taille du trait comme ça. Voilà.
hop, j'ai pas du tout à tout redessiner. Et je peux continuer mon dessin en ayant changé la taille de mon trait. Ça me permet, encore une fois, de gagner du temps et puis de ne pas avoir peur de me lancer dans un dessin sans savoir exactement où je vais non plus. Je peux encore ajuster au fur et à mesure, ce qui, ma foi, est bien pratique. Je vais rajouter des petites boucles d'oreilles, on sera pas mal. On va lui mettre même des boucles d'oreilles dépareillées. Allez, on est un peu foufou. Et puis voilà, je continue comme ça à ancrer en essayant de garder un peu de vitalité dans le trait. Ça m'arrive souvent de dessiner sans crayonner, même pour avoir quelque chose de le plus vivant possible. Parce que évidemment, quand tout est bien prévu dès le début, on peut avoir un trait qui se fige un petit peu. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Et donc voilà, en plus là, on n'est pas sur une anatomie d'un réalisme extrême, donc je peux me permettre de prendre des petites libertés. Alors, ce que je fais en général pour avoir une meilleure vue de mon travail, c'est que dans Fenêtre, je me fais une nouvelle fenêtre avec le dessin que je viens caser à gauche de mon dessin, comme ça. Hop, je rétrécis un peu et ça me permet d'avoir un aperçu de l'image finale. Quelque chose que je fais assez régulièrement aussi, c'est que cet affichage, dans affichage, je vais faire pivoter ma deuxième image sur un axe de symétrie horizontale. Et ça me permet, en fait, quand vous retournez votre dessin, vous le savez peut-être, ça met en évidence toutes les erreurs de proportion que vous pouvez faire. Et donc, d'avoir ça en permanence sous les yeux, c'est vraiment d'une grande aide. Alors, pareil, ça aide plus, voilà, plus vous avez des doutes, plus vous êtes en train de faire un personnage dans une position un peu complexe et vous n'êtes pas sûr de vous, plus c'est pratique de pouvoir checker vraiment en direct à quoi ça ressemble dans l'autre sens. Si vous dessinez sur papier, eh bien, ça marche aussi. Il suffit de, par exemple, vous mettez votre dessin face à la fenêtre et vous retournez, genre. Et comme ça, par transparence, vous voyez votre dessin retourner et en général, ça va vous permettre aussi de constater s'il y a des petites erreurs de dessin qui faussent un peu tout, quoi. Alors, on va faire un chat pour changer, hein. Si vous connaissez mon travail, vous n'êtes pas surpris, ni surprise. C'est un petit peu perturbant car je parle vraiment. Moi, je n'ai pas de retour quand je parle, donc je ne sais pas. J'espère que ça va, que c'est clair. N'hésitez pas à dire si je passe trop vite sur certaines choses ou si vous voulez des détails sur d'autres. On va lui mettre une petite plante grasse aussi. Je me suis dit que ça serait sympa. J'ai réfléchi un peu par rapport à mon personnage principal, à comment faire pour que vraiment elle se sente au top dans cette soirée un petit peu sombre. Je pense que par exemple un petit thé, une petite boisson chaude, ça devrait aider un peu. Hop, vous voyez, alors pour tout ce qui est ellipse, c'est vraiment le fait de pouvoir retoucher son trait en permanence, c'est extrêmement pratique parce que dessiner des ellipses parfaites, c'est l'enfer. Et alors là, hop, je dessine une ellipse toute pourrie. Et grâce à cet outil, eh bien, ce n'est pas très grave.
Ça me permet donc d'être une très mauvaise dessinatrice, tout ça. Bravo, Clip Paint. Vous remarquez peut-être aussi que ma gomme est paramétrée un petit peu bizarrement. C'est pareil, c'est le fait que le trait soit vectoriel, en fait, fait que la gomme reconnaît les espaces, enfin, elle voit là où il y a des jonctions entre les traits, et donc elle est capable, vous voyez, je vais gommer juste ici, hop, mais elle va les gommer entre les deux traits qui délimitent cette portion. Et encore une fois, très pratique, très malin. J'adore ce logiciel, même si je suis payée pour le dire, et ben, je le pense très sincèrement. On rajoute des petites pépites de chocolat, voilà, un petit cookie qui serait à moitié mangé par exemple. D'autres petites miettes. Encore une ellipse complètement pétée. Là, je vais quand même la redessiner parce que ça va un petit peu loin. Non, écoutez, c'est trop dur. Voilà. Waouh. Que des outils pour être une grosse tricheuse. Parfait. Je pense que ce qui compte dans le dessin, c'est pas qu'on souffre en le faisant, hein, c'est le résultat. Et personnellement, si je peux avoir un meilleur résultat en souffrant moins, pourquoi s'en priver finalement? Alors, un chien. Alors, par contre, autant les chats, je dirais que je commence à maîtriser. Enfin, voilà, dans mon style en tout cas. Autant les chiens, c'est pas un truc que je dessine aussi souvent. Donc, on va peut-être galérer un petit peu plus sur ce chien-là. Il y a quel genre de museau? Un gros museau? Allez, on va dire ça. Ça va, il est pas trop mal pour l'instant. On va faire un petit épagnol breton. Allez, on va aussi lui mettre un petit nœud, histoire qu'il soit encore plus mignon. Voilà. C'est assez bizarre comme expérience, je vous avoue, car vraiment, je parle toute seule, quoi. Je ne sais pas s'il y a un chat quelque part, mais moi, je n'y ai pas accès, je pense. Donc, marrant. Je pense que la queue n'est pas là, logiquement. L'arrière du chien devrait se trouver par ici. Donc, allez, on peut dire qu'elle dépasse par ici, mais voilà, ça devrait être tout. Et ouais, je pense qu'on peut faire ça. Du coup, cette patte arrive un petit peu trop tôt. Hein. Hop. Voilà, ça me paraît correct. Je vais le repasser dans le bon sens ici. Car a priori, les passages les plus difficiles sont derrière nous. On peut désormais juste regarder l'image finie en plus petit, ce qui donne déjà un bon aperçu. Quand on a le nez collé, voilà, quand je suis en train de zoomer comme ça, c'est quand même bien pratique de pouvoir voir à quoi va ressembler mon image au final, parce que pour avoir un peu de recul tout simplement. Un petit cardigan, voilà, il fait froid, hop, on est encore qu'en février après tout.
Il faudrait que je trouve un petit truc pour son pantalon. Il est un peu simple. Peut-être je pourrais lui faire des petites chaussures un peu plus mignonnes aussi. Bon, sans trop abuser, parce qu'il faut passer la couleur après, mais je vais lui faire des petites pantoufles lapin là. Ça va être bien ça. Ah, attendez, ça ne va pas. Il faudrait que ces yeux-là soient plus gros, je pense. Et peut-être même que cette pantoufle. Ouais, voilà. C'est mieux, ça me paraît mieux. C'est subtil, mais ça me paraît vraiment mieux. Ensuite, il faut que j'attaque le visage et les lunettes. Alors ça, c'est toujours le plus dur. Quand on dessine des lunettes, est-ce qu'il vaut mieux commencer par les yeux ou par la forme des lunettes? Vraiment une grande question. Je ne sais pas si les scientifiques ont déjà trouvé la réponse. Mais on va faire les yeux pour aujourd'hui. Allez. Alors, il faudrait qu'elle regarde le chien plutôt. Pas de nez, ça sert à rien. De toute façon, je pense qu'elle respire pas vraiment. Et ensuite, pour les lunettes, vous savez quoi, je vais le faire sur un nouveau calque, les lunettes. Comme ça, on pourra mieux les manipuler si on veut faire des trucs. Par exemple, les changer de couleur, des choses comme ça. Alors, comme c'est du vectoriel, toujours pareil, je peux sélectionner en fait les traits que j'ai faits. Et par exemple, je peux le dupliquer en faisant simplement CTRL-C, CTRL-V. Et à partir de là, je peux le retoucher. Voilà. Et comme ça, on a des lunettes à peu près symétriques. Pas vraiment symétriques, mais vous voyez, similaires, disons. Voilà. Alors, en dessous, ça me paraît un petit peu brouillon. On a beaucoup de traits ici. Comment je pourrais simplifier ça? Et ensuite, ça, c'est la branche de la lunette. Ouais, bon, voilà, comme ça. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ensuite, un petit peu plus de décor. On va trouver la solution pour le pantalon là pour qu'il soit plus cool, mais j'y reviens après. D'abord, on va passer au décor. Alors, elle pourrait être assise sur un petit coussin. J'essaie de ne pas faire trop de traits qui se croisent. Vous pouvez voir, c'est un peu... Je modifie la forme de mes objets pour pas avoir trop de croisements de traits, car ça perturbe beaucoup la lecture de l'image, en fait. C'est pas une réussite, là. C'est pas une réussite. Je vais juste simplifier mon coussin, et ça sera mieux. Voilà, tout simplement. Hop, il est un petit peu mou, donc on peut dire qu'il se plie comme ça. Pour qu'on reconnaisse le genou, je vais faire un genou un petit peu déchiré, et en plus c'est pas mal comme idée, je pense. Attendez, je pourrais même faire un truc un tout petit peu plus destroy comme ça. Et donc celui-là aussi. Voilà. Est-ce que je lui mets des strass carrément sur le pantalon? A priori, c'est le retour des années 2000, donc je pense qu'on a le droit aux strass sur le pantalon. On verra après. Je vais mettre des plantes d'abord. Ah, une petite baffe. Hop.
j'essaie de faire les notes de musique dans le bon sens. C'est toujours un mystère pour moi qui n'ai jamais fait plus que les cours du collège. Mais je crois que c'est dans ce sens-là. Et dans l'autre sens aussi. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'on est bon. Ensuite, je vais continuer le coussin. Vous voyez, j'avance d'une manière un petit peu chaotique. Hein. Je fais mon coussin, je fais une baffle, je reprends mon coussin. Bon, voilà, on n'est pas très organisé dans la vie comme en dessin. C'est assez terrible. J'aimerais bien rajouter peut-être un petit quelque chose ici. Oh, et pour avoir un petit os. Moi, pendant longtemps, je dessinais avec un dessin un peu plus soigné, un peu plus réaliste, entre très gros guillemets. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais faire des bonhommes beaucoup plus patates et moins réfléchir à mes compositions à l'avance et plus dessiner de manière instinctive. Et en fait, bah, c'est beaucoup plus rigolo. Je m'amuse beaucoup plus à dessiner comme ça. Alors, je sais pas. Peut-être ça plaît moins. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, il y a eu... Pendant longtemps, disons que je me disais qu'il y avait une bonne manière de dessiner. Et puis, à un moment, j'ai fait, bah, et si ça fait quoi, en fait, si juste je dessine comme j'ai envie au fur et à mesure. Et ça fait que j'aime bien les dessins au final et qu'en plus, c'est beaucoup plus rigolo à faire. Donc moi, je dirais que c'est tout bénef, mais peut-être tout le monde ne sera pas d'accord. Alors, ouais, on va faire ça. Et là, on va remonter un petit peu aussi. De toute façon, les notes, elles seront coloriées en noir ensuite. Il est quelle heure? Ah, il est 27 quand même. Ah bon? Ah oui, ça passe vite, hein, on ne se rend pas compte. Eh bien, on va vite passer à la couleur. Bon. Allez. Hop, on se dépêche, on arrête de rajouter des détails à la noix partout. Voilà. Alors, encore un endroit où j'évite de faire des nœuds graphiques. Les nœuds graphiques, en fait, c'est quand des traits qui n'ont rien à voir ensemble se touchent et qu'on ne comprend pas. Du coup, on comprend moins ce qui se passe et puis même en soi, c'est pas très beau. Par exemple, voilà, si la couette touchait cette feuille, eh bien, ça fait un truc un peu bizarre. Ça attire l'attention ici, mais c'est pas très, enfin, ouais, c'est pas très esthétique. Donc, on va éviter ça. Voilà. On fait un dernier petit pot en haut. Si je fais mage, eh ben, vous voyez que mes traits, j'ai un trait tout droit qui se tire comme ça, là. Assez pratique quand j'ai besoin de zones un peu plus géométriques. J'essaie de ne pas en abuser pour pas avoir... parce que c'est un côté très numérique aussi. Ou alors, bon, évidemment, dans la vraie vie, on peut prendre une règle, mais ça se fait pas trop en dessin, c'est un petit peu bizarre. Donc, j'essaie de pas trop en abuser, mais il y a des moments où c'est pratique. Sachant que quand on dessine sur ordinateur, il faut un petit peu compenser aussi la maladresse qu'on a par rapport à quand on dessine sur papier où on maîtrise mieux son geste que sur une tablette graphique. Là, allez, puisqu'il me reste que ça, je fais les petites cartes postales. Hop, oula, c'est fait à l'arrache. Voilà, bon, on comprend l'idée. L'essentiel, c'est qu'on comprenne l'idée. Et ensuite, si j'enlève ça, on a quoi? Bon, on a un dessin à peu près clair. Hein. Est-ce que c'est pas un peu épais le trait? Je vais tester. Je vais regarder vite fait. Ça fait quoi? Si je réduis un peu. Je sais pas trop. Peut-être entre les deux, comme ça, c'est pas mal. Et je peux aussi d'ailleurs changer la forme du pinceau si je veux, ce qui est assez marrant. Mais bon, là, on va rester sur ce qu'on a. Voilà. Et on va travailler la couleur. Alors, moi, comment je travaille la couleur? En général, je réfléchis un peu avant à une gamme colorée. Et en général,
pour ça, j'ai tendance à utiliser, alors je le fais comme j'ai l'habitude, si vous voulez, je ne le fais pas de manière très consciente, mais j'utilise un petit peu la roue chromatique et je pars sur une harmonie ou de 2 couleurs, et dans ce cas, bah, ça va être des couleurs un peu à l'opposé, enfin pas un peu, complètement à l'opposé sur le cercle chromatique, ou alors 3 couleurs, et dans ce cas, vous voyez, on va prendre une couleur, enfin une couleur, vous voyez, voilà, et je vais prendre les couleurs qui sont, attendez, qui sont ici, quoi, en gros. Par là, ça fait un truc un peu triangulaire où vous avez une espèce de camailleux étendu d'un côté et de l'autre côté, bah, une couleur, voilà, une couleur plus précise. Donc là, par exemple, moi je pense que je vais partir sur des teints de vert et rose. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais je dessine sur un fond un petit peu rosé. J'aime pas trop avoir le blanc du papier, enfin du papier. Vous m'avez comprise. Mais j'aime bien avoir une couleur un petit peu plus atténuée. C'est plus agréable, ne serait-ce que pour les yeux. Mais aussi pour commencer à réfléchir à une ambiance colorée. Je trouve que ça marche mieux. Et donc, je pense que je vais partir sur un petit assemblage de rose et de vert, tout simplement. Alors, peut-être qu'on va un peu aller chercher du côté des violets aussi. Ouais, ça me paraît pas mal. Vous voyez, je prépare un peu des rondes couleurs comme ça dans lesquelles je vais pouvoir aller piocher. Et alors ça, je n'aime pas trop, peut-être un petit peu plus clair. Voilà, l'idée c'est qu'il y ait différentes nuances et différentes luminosités aussi. Voilà, on est bien. Hop, hop. J'aime bien aussi d'ailleurs avoir mon trait qui est coloré. Donc peut-être là, on va prendre un vert plus foncé pour contraster avec le rose du fond. Et hop, ça, je me le mets en haut à droite. Je fais un nouveau calque et donc j'utilise le pot de peinture pour colorier rapidement. Comment je paramètre mon pot de peinture? Eh ben, je fais la fermeture d'écart au maximum, c'est-à-dire que Clip Studio Paint a cette option où en fait il va pouvoir fermer les traits. Donc je vous montre, où est-ce que je pourrais vous montrer? Bah, rien que sur le chat par exemple. Si attendez, il faut que je sélectionne les bons calques, sinon ça ne marche pas. Voilà, mais rien que sur le chat, vous voyez, j'ai un petit trait, un petit trou, et clairement, Clip Studio Paint est capable de reconstituer qu'il ne faut quand même pas déborder de cet endroit-là. Là, pas abuser. Voilà. Et je vais poser une première mise en couleur vraiment rapide. Alors, ce qui est le plus facile, c'est de commencer par les choses qui vont à peu près forcément avoir une couleur précise. Les plantes, elles vont plutôt être vertes quand même, je dirais. Ensuite, j'ai dit aussi qu'il y a peut-être des choses en noir, donc ça c'est pas mal aussi de remplir quelques zones en noir. Enfin là c'est du vert foncé, mais vous voyez dans la couleur la plus foncée, ça permet de structurer un petit peu son image. Je pense que le petit chien a les yeux noirs par exemple. Il faut que ça structure et donc pas que ça empêche de lire. Par exemple, si je fais le pantalon en noir, on voit plus très bien ce qui se passe. Si je fais juste le petit top en noir, ça devrait pas trop nous embêter. Et voilà, je vais commencer en tout cas par une première mise en couleur comme ça qui va être très simple, très rapide, d'autant plus que je n'ai plus que 10 minutes, donc très très rapide. Pour la peau, petite paupière, allez. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas aller trop dans le détail. Hop, je remplis les choses. On va avoir des chaussettes plutôt. Donc là, on va mettre du blanc. Le fait d'avoir un fond coloré, ça permet aussi de remettre des éléments en blanc. Et c'est pas mal pour bah, donner un peu de lumière à certains endroits. Voilà, sur un format pareil, bon, je ne peux pas me permettre
passer des heures à faire beaucoup d'effets, etc. Donc, on va quand même aller vite. Mais oui, mais dans l'idée, le blanc pourrait me servir par exemple à avoir la lumière d'une fenêtre qui vient sur le sol, qui vient éclairer d'une certaine manière la scène. Ça permet vraiment de rehausser en fait. Les cheveux, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, on va rester un peu réaliste avec des cheveux roux. On ne coupe pas les petites mèches. Les petits bijoux. Ouais, bon, il y a de temps en temps des petits ratés comme ça, mais franchement, c'est assez peu, étant donné ce que je demande au pot de peinture de comprendre. D'autres petits bijoux ici, voilà. Est-ce que les chats, ça a les yeux jaunes? Non, ça a plutôt les... Attendez, je sais pas trop. Ouais, non, ça marche mieux comme ça. Pareil pour les yeux, grâce au blanc, je vais pouvoir les faire ressortir un petit peu de l'image. J'ai oublié de colorier les genoux, bien sûr, classique. Un petit thé avec une petite étiquette comme ça. Et les cookies, attendez, on approche du bout, on va pouvoir passer au plus rigolo où on met des petites ombres et où on rajoute des petits effets par-ci par-là. Elle a un petit nœud assorti au chouchou de sa maîtresse. Est-ce que c'est pas mignon? C'est très mignon. La couleur n'est pas assez gourmande. J'ai envie d'accentuer le côté chaud des cookies. Voilà, on va partir sur un truc un petit peu orangé. J'aime bien aussi, comme vous pouvez voir, rester sur une gamme en fait colorée qui va être assez limitée. Ne pas utiliser un maximum de couleurs. Je reprends des choses qui se répondent dans l'image. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux et assez facilement harmonieux aussi. Alors quand on est sur des images un peu plus qui se veulent plus proches de la réalité, c'est pas idéal, mais là, comme l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus synthétique, je trouve que c'est toujours plus pratique et que c'est plus efficace vraiment d'avoir une gamme pas trop étendue, pas trop étendue de couleurs. Un peu foncé ce livre, hein, on va plutôt le faire. Il ne faut pas non plus abuser. Là, par exemple, je trouve que ça se voit trop que c'est la même couleur que les chaussons. Et il me reste à peu près que la couleur du coussin. Comment je pourrais le faire? Non, c'est mieux violet. Le coussin, est-ce qu'il peut être vert, le coussin? Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et les cartes postales. Ouais. Ouais, allez. Ouais, ça, c'est trop foncé. On le voit trop. On va même faire un petit peu plus clair. Plus c'est de la couleur du fond et moins ça ressort, bien sûr. Donc, plus ça permet de mettre en évidence ce qui ressort bien. Les couleurs les plus vives, forcément, vont être plus visibles. Alors maintenant que j'ai ma base de couleurs comme ça, c'est là que ça devient un peu plus fun. Avec, il me reste les yeux à faire juste vite fait.
Voilà. Est-ce qu'elle a l'air de loucher ou pas? Non, c'est à peu près OK. C'est à peu près OK. Donc voilà, comme je disais, je vais pouvoir sélectionner avec la baguette magique, globalement. C'est comme ça que je procède. Et ensuite, j'ai d'autres brushes un petit peu différents qui vont me permettre de venir apporter des petites nuances à certains endroits. Par exemple, classique, mais pour les joues, j'ai tendance à rajouter un petit peu de rose. Pareil aussi pour les cheveux, où je vais venir rajouter un petit peu de texture par endroit. C'est une texture très légère. Voilà. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est vraiment une espèce d'aérographe texturé. J'ai fait ça en mélangeant plein de choses. Et ce qui est pratique aussi, ça c'est une option qui est pas mal sur Capture Paint, c'est que quand je zoome et quand je dézoome, le pinceau garde la même taille à l'écran, mais du coup il est plus gros si vous voulez quand je dézoome. Hop. Et je dirais que sur les pointes, logiquement, on devrait avoir des cheveux un petit peu plus clairs. Même, allez, pas mal plus clairs. Une manière assez simple, quoique ça soit pas tout à fait la meilleure, de rajouter des ombres, c'est de faire un calque par-dessus mon calque de couleur que je mets en mode produit. Hop. Et ensuite, je viens avec une couleur un petit peu neutre, un petit peu plus foncée comme ça. Je viens ajouter des ombres par endroit. Alors, il ne faut pas que ça soit trop fort. Voilà. Mais c'est vraiment une manière très rapide d'ajouter des ombres. En animation, on ne fonctionne que comme ça car il y a énormément d'images en animation et qu'il faut être efficace. Moi, c'est vrai que d'habitude, j'ai plutôt tendance à juste colorier d'une autre couleur l'endroit qui est prévu pour les ombres. Mais quand on est un petit peu pressé, ça marche vraiment très bien de faire comme ça. Et à l'opposé, si vous voulez ajouter de la lumière par endroit, ce que je vous conseille, c'est de refaire un calque et que vous mettez en mode incrustation. Voilà, le calque mode incrustation. Et pareil, une couleur un petit peu claire, voilà, de la couleur de la lumière si possible. Et vous allez pouvoir, hop, ça va rajouter des lumières. Et l'intérêt, c'est que, vous voyez, ça va quand même suivre, s'il y a plusieurs couleurs en dessous, ça va s'adapter à la couleur en dessous. Donc, je peux rajouter des petites ombres pour les cheveux, par exemple. Ou encore mieux pour les lunettes. Et bien sûr, ça marche aussi avec un calque, avec un pinceau un petit peu plus flou. Alors, je reviens sur mon calque couleur et j'ai envie de rajouter des motifs à ce pull. Donc, c'est ce que je fais tout simplement. Voilà, je sélectionne ma couleur pour ne pas déborder et je viens rajouter des motifs par endroit. Je vais colorier les bords avec une couleur contrastante. Là, ça rate car je n'avais pas sélectionné les bons calques. Les voici sélectionnés. Voilà, et pareil, grâce à mon calque produit. Alors si je fais Alt sur le petit œil, j'ai juste mon calque sélectionné qui apparaît. Ça me permet d'aller, avec la pipette, récupérer la couleur que j'utilisais. Et je vais pouvoir rajouter une ombre voilà, par-dessus tout ça. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je vais, alors, là, je voudrais juste sélectionner cette jambe. Donc, en choisissant de prendre en compte plusieurs calques, ça devrait faire ça. Voilà. Non, ça n'a pas fait ça. Ah oui. Il faut que je sélectionne juste les pixels adjacents. Et voilà, donc ça va me permettre de juste retoucher cette partie-là, ce qui serait pas mal. Très bien. Et je vais pouvoir faire pareil avec le pantalon du dessous.
enfin, la jambe du dessous plutôt. Hop. Je continue comme ça à ajouter des petits effets, un peu de matière à différents endroits. Voilà, et je dirais que le gros de l'image est fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Je vais pouvoir aussi, alors quelque chose que je fais aussi beaucoup, c'est où je sélectionne, où je sélectionne certains traits et je les passe dans une autre couleur, car ça fonctionne. Mais ce que je peux aussi faire, c'est que quand j'ai un calque vectoriel comme ça, je rajoute un nouveau calque et je le passe en mode masque d'écrêtage. Et donc, ça veut dire que les couleurs que je vais mettre sur ce calque ne seront appliquées que au calque en dessous. C'est-à-dire que concrètement, si j'ai envie que là, ces petits poils de babine soient blancs, hop, je dessine et ça ne sera appliqué qu'au calque de trait. Donc, c'est assez pratique. J'ai pas envie que ces poils de babine soient blancs, mais par contre, ils pourraient être juste un petit peu plus foncés que sa peau, que son petit pelage, ça serait pas mal. Pareil pour les cheveux, c'est quelque chose que je fais beaucoup pour les cheveux en fait, parce que ça va bien avec le côté flou des cheveux, de pas être trop nettement marqué avec un trait noir. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais pas mal faire et que je trouve assez pratique. Oups, désolée. Mais voilà, voilà. Bon après il reste encore pas mal de petites finitions à faire, mais encore une fois, le gros de l'image, c'est ça quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, j'aime bien un petit peu ajouter de la texture à mes plantes. Hop. Comment je pourrais faire ça? Bah, par exemple, en les rendant un petit peu brillantes comme ça. Voilà, ici, on va aussi hop, un petit peu texturer tout ça. Et ah bah, le museau du chien aussi, c'est important. C'est un petit peu plus clair. Et peut-être le bout des pattes. Allez, voilà, soyons fous. Marie, Oui, oui, tu penses que on peut je peux faire arrêter. les questions pendant que Oui, tu bien sûr. continues à dessiner? Ouais, pas de souci. Oui, parfait. Euh, donc, une de les premières questions qu'on a est comment tu es devenu artiste? Oui, alors c'est une bonne question, dis donc. En fait, quand j'étais en troisième, j'ai découvert l'existence du cursus art appliqué au lycée. Et je me suis dit, mais c'est super en fait, j'adore dessiner. Et c'est une formation où je vais dessiner toute la journée, donc je veux y aller. C'est ce que j'ai fait. Et une fois dans cette formation, oui, et une fois dans cette formation, en me renseignant, je me suis rendu compte que en fait, moi, ce que j'aimais vraiment faire, enfin, parce que c'est une formation qui ouvre à tous les domaines du design, de la mode, etc. Mais moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était vraiment inventer des images et puis raconter des histoires avec des images. Donc, je me suis dirigée ensuite vers des études d'illustration pour de vrai. Et après mes études, j'ai tout simplement envoyé mon book à différentes maisons d'édition. Et on a fini par m'accepter. Enfin, par accepter de me confier du travail. Et depuis, eh bien, je travaille en tant que freelance pour différentes maisons d'édition. Voilà mon parcours. Parfait.
Et, quels sont vos artistes référents? Comment tu t'inspires pour créer? Eh bien, je vais comme beaucoup de gens sur Pinterest, beaucoup. J'essaie aussi d'aller traîner chez les bouquinistes. J'ai beaucoup d'inspirations qui sont en fait des assez vieilles illustrations. Beaucoup de vieilles presses pour les petites filles notamment. Qu'est-ce qui m'intéresse? En fait, j'essaie juste de regarder un maximum de choses et voilà, et de trouver des dessins qui m'accrochent un petit peu. Et après, il y a bien sûr des personnes dont je suis le travail plus assidûment ou des personnes qui m'ont un peu plus influencée. C'est vrai que ces dernières années, je pourrais citer par exemple Bernadette Després, qui est l'autrice de Tom Tom et Nana. Et je lui ai complètement piqué enfin, cette manière qu'elle a de faire des images très chargées, avec plein de motifs et plein de couleurs assez différentes, et un truc un petit peu fou comme ça. Ça, c'est vrai que ça a été une grosse influence de ces dernières années, mais aussi, moi, je regarde beaucoup du côté du manga. Donc, Mhm. un peu de tout aussi, mais par exemple en autrice, je peux citer Kyoko Okazaki, dont j'adore à fond le travail. C'est un trait qui est très lâché, Mhm. presque un peu à l'arrache, mais je trouve que ça marche très bien. J'adore aussi le travail de Ryoko Ikeda, qui est la femme qui a fait La Rose de Versailles, par exemple, qui a un trait très beau, Ah, très expressif, et ah. beaucoup de shoujo comme ça des années 70. En tout cas, en ce moment, c'est un peu ça mes trucs. Mhm. Mais après, un petit peu de tout, hein. J'ai un compte Pinterest, si vous voulez me suivre, c'est trouvable. Et comme ça, vous voyez tout ce que je mets dans mes tableaux et qui m'aide vraiment. Quand j'ai du mal à commencer à travailler, en général, je fais un tour sur Pinterest et je regarde un petit peu des images et ça m'aide toujours à démarrer. Et, tu as déjà essayé de faire des animations? Bah oui, je fais pas mal d'animations, donc comme je disais, il y en a. Voilà, ça se trouve sur Internet, sur mon compte Instagram, hein, vous avez pas mal d'animations. Je fais aussi des petites animes très simples pour Mhm. mettre en story. Et vous savez, on peut mettre des gifs sur les stories Instagram. Ah, Et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup de faire des petites animes exprès pour ça. Et c'est d'ailleurs des animations que je fais en général avec Clip Studio Paint, puisqu'il y a tout un cadre là où on peut faire de l'anime de manière assez facile. oui, c'est vrai. Mm, mm. Euh, du coup, Dimitri, il nous demande quels sont tes conseils pour envoyer un dossier à des maisons d'édition? Bah, bonne question, Dimitri. Moi-même, je me pose la question car en ce moment, je galère un peu. Non, mais le truc, c'est que je pense, c'est jamais évident. Il faut que ton dossier il soit bien prêt. Alors, ça dépend si tu envoies un book avec des extraits de plein de travaux et que tu as envie, par exemple, d'avoir des commandes auprès d'une maison d'édition. Là, ça va être une démarche en particulier qui va être de faire des travaux qui pourraient être publiés. C'est-à-dire que tu te donnes des exercices. Par exemple, tu postules pour un magazine pour enfants de 4 à 5 ans. Il faut que dans ton book, il y ait des illustrations qui soient typiquement, qui pourraient rentrer directement dans ce magazine, en fait, qui ressemblent à ce qui se fait déjà dans le magazine. Donc, il faut que tu adaptes un petit peu à chaque fois ton travail à ce que tu vises. Et si par contre tu parles d'un autre type de dossier, qui est le dossier pour te faire éditer sur un projet de livre, de bande dessinée, alors là, ça va être un dossier complètement différent. En général, il te faut un pitch, il te faut 4-5 pages finalisées et puis une présentation des personnages, une note d'intention, qu'est-ce que tu as voulu faire, etc. Voilà, il faut que ça soit bien écrit, que ça accroche l'œil. Tu te mets à la place aussi des personnes que tu vas avoir en face, des éditeurs, des éditrices, et qui passent 5 minutes à regarder chaque dossier parce qu'ils en reçoivent plein, donc il faut aller le plus vite possible. Et donc il faut que direct les éléments accrochent le regard. Mhm. Et aussi, le conseil que je peux te donner, c'est que si c'est possible, te déplacer dans les festivals. C'est très souvent qu'il y a des choses qui sont organisées pour en rencontre entre les artistes et les éditeurs. Par exemple, au Festival de Montreuil pour la jeunesse ou à Angoulême, il y a en général des rencontres éditeurs qui se passent.
Et si tu peux y aller, c'est toujours un petit peu plus pratique parce que tu auras des retours. Ce qui est bien, en fait, c'est que tu as des retours même si ça leur plaît pas. Alors qu'en général, si ça leur plaît pas, bah, juste tu te fais ghoster. Et là, tu as des retours, donc ça te permet aussi de comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans ce que tu envoies. Donc ça aide beaucoup. Mhm. Après, voilà, il faut pouvoir se déplacer, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est l'idéal, quoi. Mhm. Merci, génial. Et Carmilla, elle demande pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans un dessin? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Pour moi, je dirais que euh, c'est l'ambiance qui se dégage du dessin. Je pense que c'est ça à quoi je suis la plus sensible. Euh, et après, d'un point de vue technique, j'avoue que moi, mon petit point faible, c'est vraiment les couleurs. En général, un dessin, s'il est moche, s'il y a de belles couleurs, c'est pas grave, ça passe toujours. Donc, c'est ça qui me paraît le plus important, mais c'est très personnel, hein, c'est pas, voilà, c'est juste mes goûts à moi, quoi. Et en général, voilà, qu'il y ait une ambiance, qu'on se sente immergé dans le dessin un petit peu, c'est en tout cas ce que j'aimerais essayer de faire, quoi, le plus possible. Mhm. Et quelque chose de plus technique, Sandra elle demande, est-ce que le pinceau que tu utilises est dans les outils par défaut ou bien c'est que tu as créé? Alors, ça dépend des pinceaux que j'utilise. Là, tu vois, je suis en train d'utiliser vraiment un pinceau par défaut qui est le Plume G. J'utilise aussi Plume G réaliste là qui est pas mal parce que hop, on a des beaux pleins et des beaux déliés, mais on a quand même une petite texture. Donc ça, je les utilise beaucoup. Et ensuite, il y a beaucoup de pinceaux que je me suis fait moi-même. Donc voilà, celui dont je parlais tout à l'heure, là, tout le monde était sans doute pas là. Bah, celui que j'ai utilisé en fait, qui donne ce petit tremblé, ça c'est moi qui l'ai fait. J'ai aussi pas mal téléchargé de stylos sur le shop, enfin le shop. C'est un shop, mais il y a plein de trucs gratuits de Clipsio Paint. Oui. Et voilà, donc ouais, toutes sortes de choses. Et c'est souvent mélangé. Et en vrai, moi j'aime bien retoucher les brushes en plus. Donc même quand je télécharge des trucs, j'ai tendance à les remettre un petit peu à ma sauce. Mais Clipio Paint est pas mal pour ça parce qu'on a énormément d'options. Attendez, je vous montre ça vite fait. Enfin bon, bref, on peut vraiment beaucoup changer les différents paramètres. Voilà. La encre, on peut mettre de la variation de couleur, par exemple. Donc, c'est quand même assez rigolo. Waouh, très joli. Non, bon, là, c'est fait un peu à l'arrache, mais vraiment, ça permet d'avoir beaucoup de finesse dans les brushes qu'on peut se créer. Mhm. Et Marie-Émile, elle demande, euh, excusez-moi Marie, j'ai raté l'anglais où tu avais ouvert ta deuxième image. Je n'ai pas osé le dire. Mon Si tu peux portfolio? expliquer, oui. Et non, la deuxième fenêtre pour, Oui. oui, dans Alors, eh Clutch. bien, c'est tout simplement dans Fenêtre, Toile, Mhm. Nouvelle fenêtre. Hop, et j'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte avec le même dessin. J'en fais ce que je veux. Je peux la mettre là. Je peux Mhm. venir la mettre au-dessus d'ici, par exemple. Dans ce cas, eh bien, je peux même avoir Mhm. une miniature et aussi une miniature, mais à l'envers, dans l'affichage, faire pivoter, faire tourner sur l'axe de symétrie horizontale. Voilà. Et voilà. Et donc voilà, si je veux, je peux avoir mon dessin en 40 exemplaires, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est fenêtre, toile, nouvelle fenêtre. Voilà. Et c'est une technique de dessin que tu utilises tout le temps, toujours? Ouais, oui, oui, vraiment beaucoup. J'ai tout le temps, alors retourner en permanence, non, mais j'ai tout le temps une petite fenêtre à côté avec mon dessin en miniature. Alors ça fait un peu redite de l'outil navigation, mais Mhm. souvent je vire l'outil navigation moi pour avoir plus de place pour les calques, donc je l'ai pas toujours. Et puis c'est un peu plus grand et voilà, j'aime bien avoir ça. J'aime bien cette disposition pour travailler. Mhm. Et, pas autre question. Euh, ok. Nora, elle demande, bonsoir, comment faire pour trouver de bonnes références, notamment sur Pinterest, je ne trouve jamais ce que je cherche.
Ah ouais? Ouais. Ah, pourtant, je trouve qu'ils se sont pas mal améliorés moi, sur tout ce qui est algorithme et tout Pinterest. Et Mhm, ouais, du coup, je sais pas, moi je trouve des choses, même sur ma page Pinterest de base. En général, j'ai tout le temps des images. Une fois que tu as. Oui, bon, alors si je suis pas connectée, bon, bref, tant pis. Mais une fois que tu as. Une fois que tu as enregistré quelques images, en fait, ils vont te reproposer des trucs qui t'intéressent. Donc, par exemple, moi, j'ai regardé pas mal d'images des années 70, des images de mode ou des choses comme ça. Et quand tu cliques, tu descends et tu trouves plein de trucs qui ressemblent. Donc, en réalité, je mhm, trouve que c'est assez intuitif Pinterest, justement. Quand j'ai des images qui me plaisent, hop, je commence à. Tu peux commencer en ayant en tête des noms d'artistes. Tu vas les chercher sur mhm, Pinterest, tu commences à te faire des tableaux, etc. Et petit à petit, Pinterest, en fait, il va un petit peu réussir à te classer, il va voir quels gens ont épinglé les mêmes choses que toi, et du coup, il va te montrer des choses en rapport. Et puis petit à petit, en fait, voilà, tu construis ton feed au fur et à mesure, et ça finit par se faire presque tout seul, quoi. mhm. Et autre question très intéressante d'Inès. Bonjour, j'adore ce que tu fais. Une Ah, question. merci. Qu'est-ce Oui. que, qu'est-ce que tu fais quand tu dois aussi dessiner, mais tu n'as pas la motivation? Quand j'ai dessiné et que j'ai pas la motivation, oui, c'est qu'est-ce que je fais? Alors, en général, il y a deux cas de figure. Comme je travaille quand même, comme c'est quand même mon métier, l'illustration, et bien, je suis souvent obligée de quand même me motiver, même si je suis pas très inspirée. Par exemple, si j'ai des commandes et tout, bah, il faut que je m'y mette et il faut que je le fasse parce que j'ai des dates, j'ai des échéances. Mhm, Et du coup, bah, juste la pression suffit à me motiver au bout d'un moment. Et si j'ai rien à rendre, en général, au contraire, bah, je vais faire autre chose. Je vais plutôt essayer d'aller me balader, d'aller voir des amis, de ranger chez moi, voilà, de lire. Ou aussi quelque chose que je fais beaucoup pour me lancer le matin, c'est que par exemple, je vais faire des croquis, je vais dessiner un peu dans mon carnet et je vais pas passer directement en me disant, je vais pas arriver en me disant, allez, je fais une illustration qui est bien finie, qui est bien propre, que je vais pouvoir poster sur les réseaux sociaux, etc. Je commence en dessinant un petit peu pour moi, en faisant des choses que je vais pas montrer. Donc moi, voilà, c'est beaucoup de croquis d'observation car j'aime ça, mais ça pourrait être autre chose. Et voilà, je commence un petit peu sans me mettre de pression. Et ça, je dirais que c'est assez important. Quelque chose que je fais aussi beaucoup avec Clipsio Paint d'ailleurs. Désolée, hein. C'est mhm, que j'ai un espèce de carnet de croquis virtuel car il y a des fichiers multipages qui sont gérés par le logiciel. Et donc, j'ai des carnets de croquis par mois en général. Donc, ça me fait des pages qui sont un petit peu brouillons, c'est du numérique, mais c'est des pages où je peux dessiner sans réfléchir, où je pars pas directement aussi de l'image finie, comme là on vient de faire, où à la fin c'est directement postable et tout. Là, c'est plus dans un esprit de carnet. Donc, c'est toujours l'idée en fait de se mettre le moins de pression possible. Car en général, quand on bloque, c'est qu'on se met beaucoup la pression. Donc, il faut trouver le moyen de faire redescendre cette pression et de retrouver pourquoi on aime dessiner et qu'est-ce que c'est le plaisir qu'on a quand on dessine. Et donc, retourner à des choses qu'on fait souvent plutôt pour soi, plutôt que pour les montrer, car ça enlève de la pression. Et des mhm. choses pas trop ambitieuses, des choses qu'on connaît un petit peu, qu'on aime déjà dessiner, quoi. Et puis aussi, ne pas se forcer à dessiner à tout prix. C'est pas grave de ne pas dessiner pendant quelques jours. Ça y reviendra plus tard. Si tu aimes dessiner, tu redessineras. Donc voilà, pas de stress. Mhm. Merci Marie. Et malheureusement, notre temps est limité, mais on va Ah, faire une dernière question. ouais. Il y a quelques ressources en ligne que tu conseilles pour ceux qui commencent à utiliser l'Eclipse Studio Paint? Moi, je recommande pas mal d'aller voir tout simplement le. Alors, j'ai dit shop, je sais pas comment ça s'appelle, là, ce bouton-là, Clip Studio. Et, euh, et dedans, tu as plein de brushes, tu as plein de trucs marrants à étudier, à tester, à rigoler avec, quoi. Je recommande aussi ma vidéo YouTube sur Clip Studio Paint, bien sûr, car j'ai fait une vidéo où je montre un peu mon processus. C'est une vidéo un petit peu plus complexe, mais parce que voilà, j'ai plus de temps pour expliquer, etc. Et sinon, bah, juste tester des trucs. Voilà, tu essaies un outil, et puis, enfin, moi, je passe des fois des après-midi à juste
essayer des nouveaux brushes et à essayer de paramétrer des nouveaux brushes. Et parce que ça m'amuse. Après, bon, voilà, faut que ça soit quelque chose qui t'amuse. C'est pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Mais juste passer du temps comme ça à tester. Et sinon, je cherche des ressources plus précises. Euh, Il y a beaucoup de gens qui utilisent Clipio Paint maintenant. Donc, en réalité, si tu veux des tutos, t'en auras plein, quoi, sur YouTube. Moi, c'est pas un contenu que je consomme beaucoup, donc j'ai un peu de mal à recommander plus précisément. Mais voilà, il y a des ressources, c'est sûr. Mhm. Et bon, merci pour cette super présentation, Marie. Eh ben, merci à toi. Et, et, Et et merci avant de, à ceux qui sont venus. Oui. oui, bien sûr. Et, et avant de terminer ce webinaire, je vais partager les informations suivantes. S'il vous plaît, consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires clipstudio.net/fr et graphicsly.com/fr. L'enregistrement de cette séance sera partagé sur notre chaîne vidéo YouTube, Clip Studio Paint Channel et Graphicsly. Et pour obtenir plus de renseignements sur notre présentatrice Marie Spénal, s'il vous plaît, consultez ces réseaux sociaux que vous voyez ici. Instagram Marie Spénal, Twitter et le YouTube Marie Spénal. Alors, merci à Marie. Bah, merci beaucoup. Merci Merci à toi. beaucoup et merci à toutes et à tous qui ont participé de ce webinaire. Et nous espérons de se rencontrer à la prochaine événement. Et merci beaucoup. À la prochaine. Merci Marie. Merci, au revoir. Au revoir.